Pierre Girard de l'EFIP. Je suis arrivé il y a quelques années à l'EFIP en tant qu'ingénieur éco-conception de la partie plutôt aval de la filière. Et donc, je vais, en complément de ce que Arnaud vient de vous présenter, essayer d'appuyer certains points méthodologiques, certaines questions méthodologiques liées, encore une fois, à la CV. Donc, la première, c'est l'unité fonctionnelle. On en a déjà parlé aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition, mais Arnaud en a déjà parlé. Elle est intégrée au cœur des normes qui définissent la CV. Et pour illustrer l'importance de cette unité fonctionnelle, on peut faire un petit exemple très simple. C'est comparer deux peintures, une peinture rouge et une peinture bleue. La peinture rouge a un impact qui est par kilo de peinture 2 fois supérieur à celui de la peinture bleue. Mais on a des informations complémentaires, c'est que la peinture rouge, elle peut couvrir 2 fois plus de mètres carrés que la peinture bleue à quantité égale, et elle a une durée de vie qui est également 2 fois supérieure. Et donc, si on se pose la question, quelle est la fonction de la peinture, eh ben, on va voir que la réponse à cette question va influencer directement l'impact environnemental de la peinture, alors que, en réalité, les procédés sont les mêmes. Si la réponse, c'est on dit, bon, on veut 1 kilo de peinture, bah, effectivement, la peinture rouge va avoir un impact 2 fois supérieur à la peinture bleue. Si on se dit, ben, mon objectif, c'est de peindre 1 m² de mur, ben là, on va avoir un impact qui va être équivalent, puisqu'on a besoin de 2 fois moins de peinture rouge. Et si notre objectif, maintenant, c'est de peindre 1 m² de mur, mais pendant une certaine durée, pendant 5 ans, 10 ans, peu importe, là, on va se voir que c'est carrément la peinture bleue qui va avoir un impact 2 fois supérieur à la peinture rouge. Donc, tout ça, c'est juste pour illustrer que le choix de l'unité fonctionnelle va directement influencer les résultats, même si les procédés sont les bons. Et donc, aujourd'hui, pour les produits alimentaires, donc si on regarde la base Agribalis, donc on n'a pas présenté, mais voilà, l'unité fonctionnelle par défaut, c'est le kilo de produit. Donc, tout est normé par kilo de produit. Et ça peut engendrer des biais d'interprétation parce que, on l'a dit, mais les aliments, ils sont pas consommés forcément dans les mêmes proportions, pas forcément pour les mêmes fonctions également. Donc, j'ai juste mis un petit tableau des données d'Agribalis actuelles et on peut voir rapidement que si on regarde les impacts par kilo de produit ou par kilo de portion, où on a parlé par unité de vente également, je l'ai pas mis au tableau, mais c'est également un point supplémentaire. On se rend compte qu'en fait les impacts diffèrent du tout au tout. Hein. On voit le soda, il a un impact bien inférieur au poivre noir, mais en fait la durée de vie, on n'utilise pas. On peut difficile de comparer un soda à un poivre noir parce que on n'utilise pas la même quantité quand on consomme du soda et qu'on consomme du poivre. Bon. Voilà, tout ça pour dire que cette unité fonctionnelle massique pose quelques problèmes et donc on peut se poser la question quelle est la fonction, mais plutôt les fonctions des produits alimentaires. Donc les fonctions, elles sont multiples. La principale qui vient tout de suite en tête, c'est les apports nutritionnels, les apports caloriques, mais aussi des différents nutriments, vitamines, minéraux, etc. des aliments. Voilà, l'hydratation également. La procuration de plaisir, pour certains aliments, c'est principalement pour ça qu'on les consomme. Et aussi partager des moments, notamment autour des repas, ça dépend des cultures, mais voilà, et valorisation sociale, bref, plein de fonctions. Donc, on voit que dans ces fonctions, il y en a qui sont difficiles à quantifier. On sait qu'en ACV, il faut une valeur quantitative. Mais par contre, pour les apports nutritionnels, pour la partie nutritionnelle, on a ces informations. On consomme quand même des aliments pour être en bonne santé, pour alimenter notre corps. Et on a ces informations par aliment. Et donc, ça peut mettre en lumière différentes unités fonctionnelles qu'on va appeler nutritionnelles, qui vont aussi également changer les résultats. Et donc là, le choix de cette unité fonctionnelle va dépendre de la question quelle est la fonction du produit alimentaire qu'on veut consommer. Si on considère qu'on consomme des aliments pour fournir de l'énergie à notre corps, c'est plus pertinent d'utiliser des calories parce que c'est ça qui va faire fonctionner notre corps plutôt qu'une masse. Mais ça va favoriser les produits caloriques. Et puis, bon, les calories ne se valent pas toutes. Les calories protéines, voilà, liées aux lipides, etc., c'est pas également la même chose. On peut se poser la question, se dire, bah, les aliments, on les consomme pour qu'ils nous apportent tel ou tel nutriment. Et donc là, encore une fois, bah, on peut se poser la question de faire une unité fonctionnelle par apport nutritionnel spécifique. Et puis, j'ai mis un autre exemple.
d'une publication que j'ai vue qui était intéressante, c'est le ratio sein-lime. Donc, c'est l'équipe de Nicole Darmon. Donc, Florent a dû travailler dessus. Il pourra peut-être mieux vous expliquer ce que c'est, mais c'est globalement, sein, c'est la somme de tous les apports positifs d'un aliment. Lime, c'est toute la somme des apports négatifs d'un aliment d'un point de vue nutritionnel. Et donc, en fait, on arrive avec ce ratio-là à identifier la complexité nutritionnelle des aliments. Et on pourrait très bien se dire, bah, si on considère que l'unité fonctionnelle, la fonction de l'aliment, c'est apporter des bons nutriments et limiter les mauvais nutriments, eh ben, on peut faire une unité fonctionnelle par rapport à ce ratio-là. Voilà, c'est des propositions, il y en a plein d'autres qui peuvent être définies. Et on voit que tout ça, ça va différencier le résultat final de façon assez forte. Et donc, d'où l'intérêt de quand même bien la définir. Un autre point que je rajoute ici, c'est que ça permet également d'éviter d'ajouter de l'eau dans les produits pour faire baisser l'impact environnemental artificiellement. Ça, on l'a vu, si on prend l'exemple de certains jambons, plus on va mettre d'eau dans le jambon, plus on va artificiellement baisser son impact environnemental, puisqu'on va baisser le ratio eau-muscle dans le jambon. Et on sait que l'eau n'a pas d'impact environnemental comparé à la viande de porc. Et donc, ça dégrade l'aspect nutritionnel et il y a toutes les questions encore de choix entre l'apport nutritionnel et l'impact environnemental. C'est un arbitrage à faire. Et je termine sur l'unité fonctionnelle sur une publication qu'on avait publiée il y a quelques années à l'IFIP, où nous, on avait proposé une unité fonctionnelle qui était spécifique, c'est-à-dire que c'était pas la même pour tous les produits, mais que c'était une unité fonctionnelle qui dépendait de la catégories d'aliments qu'on prenait en compte et les catégories d'aliments étaient substituables. Et donc, on va pas rentrer dans les détails, mais globalement, si on regarde l'unité fonctionnelle, la catégorie viande, abats, poisson, charcuterie, œufs, légumineuses, donc qui apportent des protéines, on avait pris une unité fonctionnelle nutritionnelle protéique, et donc on voit que l'impact environnemental va baisser en fonction de l'apport, mais en fonction aussi, plus la quantité de protéines, la teneur en protéines va être élevée, plus notre impact environnemental va baisser, puisque on considère ces aliments pour apporter de la protéine. Voilà. Encore une autre façon de voir les choses. Ne vous fiez pas à l'échelle ABCDE, c'était une échelle arbitraire qu'on avait pris en compte juste pour illustrer les résultats. Donc voilà, donc sur l'unité fonctionnelle, aujourd'hui dans Agribalise, c'est communément accepté que c'est le kilogramme qui est l'unité fonctionnelle par défaut pour tous les produits, mais que si on segmente par catégorie de produits, déjà l'unité fonctionnelle massique est plus pertinente et on peut en plus de ça avoir des unités fonctionnelles spécifiques qui est encore plus adaptée à ces aliments. Voilà. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était l'allocation. Donc, on va reprendre un exemple d'allocation différent des œufs d'esturgeon. On va prendre l'impact du porc. Quand on a un porc prêt à être abattu, donc il va avoir à peu près 320 kg de CO2 liés à l'élevage, et il va passer dans un process d'abattage pour être transformé en assez simplement différentes pièces, donc des abats, du mec, du gras, etc. Et toute la question est de se dire comment je répartis mes 320 kilos entre les différents coproduits qui vont sortir de mon process d'abattage. Donc, on l'a dit, l'allocation massique voudrait qu'on dise, mes abats représentent à peu près 9 kilos des 93 sortants, ça va prendre 9,93e des impacts. Et donc, ça va être réparti de cette façon-là. On retrouve les 320 kilos du porc répartis entre les différents sortants en produits sortants. Et donc, assez logiquement, quand on ramène au kilo de produit, on a un impact qui est équivalent. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il existe d'autres types d'allocations, donc j'en ai cité quelques-unes. L'allocation massique que je viens de vous présenter, l'allocation économique qui est bien connue où on pondère par le prix, l'allocation protéique où on pondère par la teneur en protéines, l'allocation matière sèche, la même chose mais par rapport à la partie matière sèche, et une allocation biophysique où là on va pondérer par l'énergie qui a été nécessaire au cochon pour produire tel ou tel tissu lors de sa croissance et lors de son maintien énergétique. Via des modèles mathématiques. Voilà. Donc,
Juste pour illustrer les résultats et les impacts du choix de telle ou telle allocation, ça c'est une publication sur un bovin, mais c'est globalement la même idée pour le porc. Selon le choix d'allocation, on va pas du tout allouer la même proportion de l'élevage aux produits à destination de l'alimentation humaine. Et on voit que de toutes ces allocations, c'est vraiment l'allocation économique qui ressort du lot, puisque du fait de prix plus élevés, eh bien, les impacts de l'élevage vont être attribués à une petite faible partie des produits qui vont être destinés à l'allocation humaine du fait de leur prix élevé. Et c'est ce qui est actuellement dans l'agribalis, c'est une allocation économique. Et donc, c'est à terme ce qu'il y aura aussi dans l'affichage environnemental, puisque la base de l'affichage environnemental est la base de données agribalis. Et donc, c'est ce qu'on retrouve. Là, les chiffres que je vous ai mis, c'est les chiffres de prix qu'on retrouve dans Agribalis. Le calcul reste le même, sauf qu'on fait le poids d'un produit fois son prix, divisé par la somme de tous les poids fois les prix. Et donc, forcément, on retrouve bien 320 kilos, mais la répartition change énormément et on voit bien que c'est le maigre, donc globalement les muscles, qui est le plus cher, qui va prendre la très grosse majorité des impacts de l'élevage. Et donc ça se retrouve quand on va normaliser par le kilo de produit. On voit que la viande brute a un impact qui est bien supérieur au gras ou aux abats, par exemple, 5 fois supérieur à peu près. Et ça pose aussi un autre problème, c'est de la mise à jour des données. Les prix, ils fluctuent d'une région à un autre, d'un abattoir à un autre, d'une période donnée à un autre. Et mettre des prix comme ça dans une base de données, là actuellement, les prix n'ont pas évolué dans Agribalis depuis la création, c'est-à-dire, il me semble, 2017 ou 2016, c'est les mêmes prix. Voilà, donc ça peut aussi poser problème d'un point de vue méthodologique. Il faut peut-être avoir quelque chose voilà, qui change ou une demande de mise à jour tous les ans ou tous les 6 mois, je ne sais pas. Voilà. Autre problème, c'est que si on reprend donc nos produits sortants, donc le maigre et le gras, et qu'on veut faire, disons, du saucisson, je simplifie très schématise, mais très simplement, mais si on prend deux recettes, une qui contient 20% de gras et une qui contient 30% de gras, pardon, on voit que artificiellement, du fait d'un impact du gras plus faible, on va avoir une différence d'impact seulement en jouant sur la teneur en gras des produits. Et ça peut aussi poser problème d'un point de vue nutritionnel. Et on retrouve cette dualité nutrition-environnement où, avec cette allocation économique, on a des différences en dégradant, en changeant la recette. Voilà. Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'était si vous allez aujourd'hui sur le portail Agribalis, donc sur la base de données publiques, vous allez voir que le jambon cru et le jambon sec, ils n'ont pas du tout le même impact environnemental. Voilà, 1,93 et 2,42, c'est en score unique, donc en points, en millipoints. Et donc, si on regarde le cycle de vie que vous avez à droite, on peut se demander d'où vient cette différence. Est-ce que ça vient de l'élevage? Non, pas du tout. L'élevage est exactement le même, simulé de la même façon entre ces deux produits. On peut se dire, bah, logiquement, ça va venir de l'aspect de transformation. Le temps de sèche n'est pas le même, les rendements sont pas les mêmes. Pas du tout. C'est la même chose également, simulé de la même façon. Le transport est le même, l'emballage est le même et la valorisation de la fin de vie est la même également. Le seul point qui va changer entre le jambon cru et le jambon sec, c'est à l'état de consommation et utilisation, parce qu'on considère, il y a une hypothèse qui dit que seulement 80% du jambon sec est comestible. Et donc, le consommateur, pour manger 1 kg de jambon sec, il va devoir acheter au supermarché 1,25 kg de jambon sec. Et donc, par répercussion, il va falloir plus de cochons pour faire 1,25 kg de jambon sec. Alors que le jambon cru, ben, quand on achète 1 kg, on peut en manger 1 kg. Et donc, assez artificiellement, si je puis dire, puisque les process, l'élevage, la transformation, le transport, tout ça, c'est la même chose. On a une différence de 20% de l'impact environnemental sur un détail qui dit que on a 20% du jambon sec qui n'est pas consommé. Donc voilà, ça c'est aussi des choses à prendre en compte quand on regarde les données de la base agricole. Donc pour conclure, voilà, les choix méthodologiques tels que l'unité fonctionnelle et l'allocation sont très importantes, peuvent modifier assez grandement les résultats de certains produits.
Aujourd'hui, on veut une unité fonctionnelle et une allocation qui est la même partout, donc une unité fonctionnelle massique et allocation économique pour tous les produits, que ce soit peu importe les filières, alors qu'on pourrait le faire aussi par des catégories de produits ou par filière, où là, on aurait une allocation peut-être plus pertinente, mais la volonté, c'est vraiment d'avoir la même chose méthodologiquement pour tous les produits. Et enfin, un petit point, c'est juste pour rappeler que dans la base Agribalise, il y a encore beaucoup d'approximations, beaucoup d'hypothèses et quelques erreurs encore qui existent. Et donc, ça peut fausser certains résultats de certains produits. Mais bon, Audrey en parlera dans la présentation juste après. Il y a des projets qui sont en cours, hein, notamment via le GIS Revalim, pour améliorer cette base de données, que ce soit d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue création de nouvelles données, d'un point de vue mise à jour de données qui peuvent maintenant être obsolètes. Voilà, merci à tous pour votre attention.